Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On commence du coup avec cette première table ronde autour des éditrices du coup d'œuvres graphiques. Donc pour commencer, je propose une petite présentation de mes superbes intervenantes et je vous laisse du coup vous présenter par vous-même. Je pense que vous le ferez très bien. Je sais pas, Sarah, vas-y, commence. Ok, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Champy, je suis éditrice chez Urban Comics depuis 8 ans maintenant. Et avant ça, j'étais sur les mêmes bancs que vous, à l'université de Cergy-Pontoise, où j'ai fait ma licence et mon master pro. Et donc après, j'ai eu la chance directement de rentrer en CDI chez Urban. Je pense que je suis tombée au bon endroit au bon moment, que j'ai fait les bonnes rencontres et je vous souhaite la même chose. Et donc, depuis 8 ans, je bosse chez Urban à la fois en achat de droit et en création. Plus particulièrement donc sur le comics, sur le label Urban Kids pour les 8-12 ans et sur Urban Link, le label pour jeunes adultes qu'on a lancé l'année dernière. Voilà. Après, je touche un petit peu à tout, mais en substance, c'est mon quotidien. Parfait. Et toi, Angéline, du coup? Moi, je m'appelle Angélique Sereder, je suis éditrice junior chez Hachette Pro 1 an et demi. Et comme Sarah, et comme vous d'ailleurs, je suis issue du master de Cergy-Pontoise à l'IEC du coup. Et, euh, et ça fait 1 an et demi que je travaille, j'ai été content. Donc, bon courage à tout le monde pour cette année un peu compliquée, mais voilà. Et, euh, Et je suis vraiment sur plutôt de la production de mon côté. Vraiment, ça va être lecture de texte, préparation, contact avec les différents intervenants, voilà. C'est parfait. Merci à toutes les deux du coup pour votre présentation de votre métier un peu. Du coup, moi j'aimerais beaucoup commencer par une question un peu générale qui est pas forcément sur votre métier, mais plus sur votre métier du coup d'éditrice. Et du coup, quand je vous dis œuvre graphique, qu'est-ce que cela vous évoque? Enfin voilà, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux commencer, Angéline? Ok. Bah écoute, pour moi, une œuvre graphique, c'est toute œuvre, généralement, alors papier ou numérique, hein, bien évidemment, mais qui présente une forme différente que juste par exemple, un texte avec des mots. Des illustrations, ça peut être un texte avec des illustrations, ça peut être par exemple la BD, le roman graphique. On aura aussi les, euh, les livres pop-up. Voilà, pour moi, c'est ça une œuvre graphique. C'est vraiment, ça va au-delà du simple texte un peu guillemets basique et qu'on a l'habitude de voir pour être un petit peu plus artistique, on peut dire. Ouais, je suis d'accord avec Angéline. Après, je me suis posé aussi la question de est-ce qu'il faut réduire l'œuvre graphique au monde de l'édition? Quelque part, une œuvre graphique, pour moi, ça peut aussi s'étendre au cinéma, à l'art urbain, à la peinture. Il y a tout un tas d'œuvres graphiques au sens large. Pour moi, c'est ce qui est artistiquement visuel, on va dire ça comme ça. Après, pour ce qui concerne notre métier plus spécifiquement, c'est vrai que pour moi, c'est l'osmose qu'il peut y avoir entre un texte et une image, peu importe la forme que ça prend, puisque dans les métiers qu'on fait, l'image raconte autant que le texte. Donc, ce serait mon résumé. Oui, c'est ça. Dans le monde de l'édition, parce que c'est vrai que je suis assez d'accord que peut y avoir graphique comme d'œuvre en fait de l'édition, mais je trouve que c'est ça, c'est la complémentarité entre un texte et une image ou un texte et un... Et du coup, on sait qu'un éditeur écrit. Et je me demandais du coup, quand on reçoit une œuvre graphique, aussi très attention à l'image et du alors c'est vraiment deux choses différentes et ça va pas faire en lui-même en fait. Ouais, je Ouais. peux saisir la question, mais je suis pas certaine.
paraît Du coup, convaincant. je vais réessayer. J'espère que vous m'entendrez. Du coup, c'est pour dire qu'il y avait cette complémentarité entre l'image et le texte. Et c'était Mhm. pour savoir si vous, dans votre travail d'éditrice, est-ce que pour vous, le texte, du coup, devient aussi important que l'image et est-ce que vous le travaillez, du coup, de la même manière? Alors, bon, allez, je me lance. Vas-y, Sarah. En fait, moi, de mon côté, ça va dépendre un peu du type de projet sur lequel je travaille. Si je travaille sur de l'achat de droits, sous licence, forcément, on va davantage travailler sur le texte et notamment avec le traducteur. On va essayer de trouver les meilleures adaptations possibles en termes d'expression, en termes de références culturelles ou même historiques. Après, en création, il y a vraiment un travail identique sur le texte comme sur le dessin, parce qu'on travaille avec les deux artistes et on construit le projet sur plusieurs années. Et donc, voilà, le dessin, le choix des couleurs, des ambiances, des détails, des fonds, tout ça fait partie intégrante de la réflexion et du travail de l'édition autour du projet. Après, pour revenir à l'achat de droit, le dessin a aussi son importance dans le sens où forcément, quand on a un coup de cœur pour un projet, forcément le trait, l'aspect graphique a son importance. Et si on est totalement rebuté par le dessin, même si c'est notre rôle de dépasser un peu cette première réaction à chaud et de s'intéresser au texte, forcément, on se pose la question de savoir si le lecteur va être réceptif aussi, si nous-mêmes on a eu un petit blocage. Pour moi, c'est incompatible. Enfin, les deux fonctionnent de pair dans tous les cas. Bah, moi, je suis complètement d'accord avec Sarah. Après, mon cas de travail est un petit peu différent dans le sens où Heartstopper, par exemple, ou encore Strawberry Moon, ce sont des achats, donc on pas du tout à l'illustration. L'illustration, elle est posée et on ne pourra pas intervenir dessus. Toutefois, on peut, dans le cadre de Strawberry Moon, du coup, qui a vraiment une partie texte à proprement parler, on va potentiellement intervenir sur le texte pour faire des modifications si c'est nécessaire. Si on sent un petit contresens ou un petit qui n'a pas forcément été vu sur la version originale, on pourra intervenir dessus. Mais c'est très très rare qu'on touche aux illustrations dans le cadre d'un achat, dans le cadre d'un texte qui a été acheté à l'étranger. Oui, c'est ça. En fait, ça reste. En fait, en fait, c'est ça, parce que Heartstopper, pour toi, Angéline, et Strawberry Moon, c'est des achats de droits. Ensuite, pareil, C'est toi, ça. pour Sarah, chez Urban Comics, vous faites aussi beaucoup d'achats de droits, puisque vous êtes le relayeur de DC Comics en France. Les Et du licenciés. coup, ouais. Et du coup, sur cet achat de droits, bon, bah, on voit que ça fait. On en achète de plus en plus parce que ça marche très bien. Et du coup, selon vous, à quoi est dû ce succès en fait? Pourquoi les gens veulent de plus en plus en fait découvrir du coup cet aspect texte plus image? Je sais pas s'il y en a plus qu'avant, peut-être qu'il y en a plus qu'avant, ou peut-être qu'on s'y intéresse plus qu'avant, peut-être qu'on en parle plus qu'avant dans les médias. Après, nous, en termes de comics, je pense que le cinéma et l'adaptation de certaines séries en séries télé, en film, a forcément joué, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément qui spontanément ne vont pas forcément au rayon comics en librairie, mais qui ont vu telle ou telle série, qui ont accroché à tel ou tel personnage et qui ont découvert via ce média-là et qui après se disent bon bah oui c'est vrai que c'est un comics à la base, j'aimerais bien commencer. Voilà. Je pense que même les jeunes générations ont beaucoup avec les séries Arrow, Flash et compagnie ont découvert beaucoup de personnages comme ça. Black Panther qui a eu un succès monstrueux et qui du coup a incité plein de gens à se lancer dans la lecture de comics, c'est pas forcément avant, les Avengers, etc. Donc peut-être que, sûrement d'ailleurs, le cinéma et les séries télé ont beaucoup fait. Ouais, je suis complètement d'accord avec Sarah sur l'idée que l'audiovisuel a énormément joué sur l'envie de se plonger ensuite dans un univers, notamment les DC Comics. Ça se voit quand on regarde les chiffres d'entrée de la première semaine d'un DC qui sort au cinéma, quoi. Quand on voit 1 million d'entrées, ce genre de choses et tout, les gens vont forcément ensuite se tourner vers une suite potentielle, vers un univers qu'ils ont envie de découvrir
plus en détail. Euh, Moi, je vais parler en tant que, pas en tant qu'éditrice pour le coup, mais en tant que, parce que personne. Euh, Quand j'ai découvert Harley Quinn, par exemple, j'ai voulu tout de suite en savoir plus sur son univers. Je connaissais pas du tout Harley Quinn parce que Harley Quinn, faut quand même regarder le Joker, faut regarder ce genre de films et regarder les comics qui vont avec. Et moi, enfin, j'étais pas du tout familière avec ça. Et c'est en apprenant en regardant les films plutôt, que j'ai voulu aller vers les textes en fait et savoir qui était cette personne, enfin ce personnage et voilà. C'est ça. Mais Mais ça vaut pour nous aussi, hein, au quotidien, hein. Moi, enfin, très récemment, la série Lupin m'a fait acheter les bouquins de Maurice Leblanc. Enfin, forcément, il y a des choses, on n'a pas le temps de s'intéresser à tout. Malheureusement, on peut pas lire. Mais c'est vrai que quand il y a quelque chose qui est mis en exergue par l'audiovisuel, bah, ça facilite la porte d'entrée, quoi. bah, c'est sûr que je pense que le monde du cinéma, des séries, de Netflix, tout ça, ça a poussé quand même vachement le monde de l'édition. Et c'est vrai que je trouve que sur les œuvres graphiques, en fait, ça permet, entre guillemets, de pas être trop dépaysé puisqu'on retrouve de l'image. Donc après, c'est de l'image sur papier, tout ça. Mais c'est vrai qu'on retrouve quand même ce phénomène-là de dire qu'on va associer, on va chercher une complémentarité entre une image et un texte. Et comme tu disais, en disant oui, voilà, parfois on travaille le texte, mais plus les illustrations, puisque du coup, vous parliez d'achat de droits. Mais mine de rien, bon, bah voilà, vous allez chercher la complémentarité en disant, voilà, est-ce que le texte correspond à l'image quand même? Est-ce qu'on va avoir cette harmonie, entre guillemets, qui se crée, quoi? Et je trouve ça hyper important et hyper fort. Et c'est vrai que dans ce succès, justement, enfin, moi, je trouve qu'il y a un plus gros engouement parce qu'en fait, de plus en plus de maisons d'édition s'y mettent. C'est vrai que chez toi, Sarah, Urban Comics, bah, Urbanic, enfin, clairement, vous ne faites que ça. Et du coup, bah, forcément, c'est votre identité et politique éditoriale. Mais par exemple, chez Angéline, chez Hachette Roman, Heartstopper, c'était le premier. Enfin, ils l'ont sorti, Ouais. entre guillemets, en test. Et ça a hyper bien marché. Et du coup, c'est comme ça que Strawberry Moon est sorti. Et en fait, c'est pour ça que je trouve qu'il y a un engouement en fait, de maisons d'édition, entre guillemets, plus classiques qui ne s'intéressaient pas à ce type d'édition. Et en fait, ils s'ouvrent à autre chose et ils s'ouvrent du coup aussi à un nouveau public parce que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que souvent, il y a beaucoup les éditeurs d'œuvres graphiques lisent peu de romans et les éditeurs de romans lisent peu d'œuvres graphiques. Et en fait, je trouve que ça commence à se réunir, découvrir les deux et vraiment avoir ce phénomène en fait bah voilà, de dire qu'on peut aimer de lire peu de textes mais du coup de retranscrire certaines choses par l'image et aimer un roman et du coup ne faire que lire entre guillemets l'histoire. Je sais pas si vous êtes d'accord sur le fait que du coup la littérature et les œuvres graphiques sont en fait assez complémentaires. Ah bah, tu rejoins totalement, nous, un des points de notre ligne éditoriale lorsqu'on a lancé Urban Link justement l'année dernière, donc pour les jeunes adultes, pour caricaturer entre guillemets, mais bien sûr tout le monde peut les lire, où justement on a voulu créer le lien, ce link, entre différentes passerelles, différents supports. Et dans notre catalogue, notamment, on publie la préquelle à la trilogie de V.E. Schwab, Shades of Magic. Donc on essaye de lier justement le roman et le roman graphique. Plus tard dans l'année, on aura l'occasion aussi de publier quelques titres de The Magician, qui est l'univers de Lev Grossman, qui est pareil, une trilogie de romans assez populaire aux États-Unis. Enfin, il y a plein de... C'est notre objectif aussi de nous dire que quand on aime lire plein de choses en fait, pas forcément que du roman, pas forcément que de la BD, pas forcément que du manga, et que tout ça peut s'enrichir les uns les autres, et que pourquoi pas justement essayer d'amener certains lecteurs dans d'autres rayons auxquels ils n'ont pas forcément l'habitude, qui peuvent parfois les effrayer parce que quand on ne connaît pas, on ne sait pas trop par quoi commencer, ça on peut totalement comprendre. Mais voilà, c'est notre boulot en tant qu'éditeur, je pense, d'arriver à leur faire les bonnes sélections, à leur proposer les bons contenus et du coup à les ouvrir à de nouveaux univers. Du moins, c'est la mission qu'on s'est donnée, nous. Je pense qu'Angéline, c'est pareil chez Hachette, en se lançant là-dedans, c'est clairement, ça me paraît évident que c'est leur objectif aussi, en fait. Bah, nous, pour le coup, Heartstopper, ça a été vraiment le premier. Je dis pas de bêtises. Moi, je suis arrivée, Heartstopper, le tome 1 était déjà dans les rouages, en fait. Donc moi, j'ai travaillé à partir du tome 2. Mais ça a été vraiment, je pense, un coup de cœur sur l'autrice, Alice Oseman. Ça a été après, et puis ça fonctionne énormément au coup de cœur chez nous aussi.
Si on a fait Strawberry Moon, c'est parce que les illustrations de Laia Lopez sont adorables et qu'on l'a retrouvée. Enfin, après, quand on creuse un peu, Laia Lopez, on va avoir d'autres textes d'elle qui vont sortir. On a aussi une petite série pour les juniors au livre de poche jeunesse qui s'appelle Oula et Hop, qui est également illustré par elle. Donc vraiment, je pense que quand entre guillemets, on tombe amoureux d'un illustrateur, d'un auteur, on a forcément envie de garder sa patte et on peut aller chercher jusqu'à très très loin pour avoir beaucoup plus d'œuvres. Et après, ça fonctionne vraiment au coup de cœur. Je sais il y a maintenant cette tendance à l'œuvre graphique, que ce soit des romans ou un peu plus avec des textes avec vraiment beaucoup beaucoup d'illustrations qui émergent parce que justement on a donné, les éditeurs, notamment en France, donnent un créneau de plus en plus large à ce type de livre. Mais après, voilà, enfin, il y en a aussi énormément qu'on n'a pas, qu'on ne voit pas, et ça reste intéressant. Je pense qu'aussi le côté œuvre graphique qui te plaît beaucoup ces derniers temps, c'est le côté one-shot. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une histoire complète et pas forcément avoir à vous lancer dans des séries de 5, 10, 15 tomes qui peuvent parfois être dissuasifs. Et le fait d'avoir, de se dire que pendant 2-3 heures, on se plonge dans un univers, on a un début, une fin, et on n'a pas besoin d'attendre la sortie plus tard, c'est quelque chose qu'on peut offrir. Enfin, il y a tout un tas de paramètres qui font que l'œuvre graphique en général a pas mal séduit ces derniers temps et continuera de séduire, je pense, encore. Ouais, et puis même si ça se fait en saga ou en série, c'est quand même beaucoup moins long à lire que 3 tomes d'un roman complet. Donc c'est vrai que en fait ça permet aussi d'avoir une lecture entre guillemets plus rapide, même si je trouve que moi je lis pas forcément plus rapidement une œuvre graphique qu'un roman, parce que j'aime bien me plonger justement dans les illustrations, faire attention aux détails, tout ça, je trouve que c'est quand même hyper important. Mais c'est vrai que c'est quand même plus... Voilà, on peut se poser tranquillement 2 heures, avoir fini son livre, ce qui n'arrive quand même que très rarement dans la littérature lambda avec que du texte. Mais c'est vrai que je trouve ça assez fou, du coup, cette complémentarité qui commence à se créer entre les deux. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup observer ça, parce que je suis grande lectrice des deux, pas genre, mais voilà, de littérature et d'œuvres graphiques. Je vois beaucoup de complémentarité. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que des livres deviennent ensuite des bandes dessinées. En fait, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'adaptations aussi de livres en bande dessinée. Et en fait, c'est pour acquérir aussi un nouveau public, aller chercher ailleurs. Et du coup, comme tu disais, en fait, quand la personne lit l'œuvre graphique, souvent elle se redirige entre guillemets vers le roman ou en fait inversement, quoi. En fait, c'est complémentaire. Et puis c'est un côté hyper didactique aussi, dans le sens où il y a plein de contenus aujourd'hui qui sont adaptés visuellement, soit pour compléter, aller plus loin, approfondir, soit pour refaire un facsimilé, on va dire, mais en image. Mais dans tous les cas, ça permet aussi à certains jeunes de s'intéresser à des choses qu'ils n'arriveraient pas ou qu'ils n'auraient pas envie de lire, malheureusement. Mais bon, on est tous passés par là. Il y a des jeunes qui n'aiment pas lire ou qui n'ont pas envie et qui, même dans leur cursus scolaire, sont un peu contraints. Voilà, moi, j'ai 2 ados de 14 ans à la maison. Ils adorent lire. Ils lisent beaucoup, beaucoup, beaucoup de mangas, beaucoup de BD. Mais par contre, c'est vrai que quand il faut se plonger dans un roman, parfois, c'est plus difficile. Et aujourd'hui, le roman graphique permet d'aborder plein de sujets, que ce soit historique ou autre, politique, mais d'une manière un peu plus douce, un peu plus pédagogique. Et c'est pour ça que la BD est super intéressante aussi. C'est pas que du divertissement, c'est pas que des trucs pour des gamins comme on l'a trop souvent et trop longtemps dit, bien au contraire. Et je pense que c'est la grande force aussi du roman graphique ces dernières années, c'est que les genres se sont diversifiés et les contenus se sont diversifiés. Et du coup, aujourd'hui, on peut vraiment lire du roman graphique pour plein de raisons. Ouais, carrément, je suis carrément d'accord. Et du coup, quand on parle du peu de, entre guillemets, moins de texte, du coup plus facile à lire, je voulais juste revenir au niveau de l'achat de droits et justement sur le fait que quand vous avez corrigé en fait les différents achats de droits, est-ce que pour vous c'est plus facile que du nouveau contenu? Et après, en général, l'œuvre graphique, est-ce que pour vous, à corriger, c'est plus simple parce que moins de texte? Donc, je fais un peu une facilité là, mais je pense que ça doit aussi se créer dans beaucoup de têtes. Et je trouvais ça intéressant d'avoir votre point de vue en disant, est-ce que quand on corrige une œuvre graphique, en fait, vu qu'on y passe, entre guillemets, moins de temps, du coup, c'est plus facile? Ou est-ce que justement, il y a des difficultés qu'on ne s'imaginerait pas, quelque chose comme ça? Je vais commencer du coup.
moi, je sais que dans le cadre de Heartstopper, par exemple, la difficulté vraiment, ça va être, par exemple, de reprendre, vu que c'était une série pour le coup, ça va être de reprendre les termes qui ont été exploités dans les tomes précédents. Par exemple, on ne peut pas écrire et EH dans le tome 2, alors que dans le tome 1, ça a été, les occurrences ne sont pas les mêmes en fait, ça va être l'inverse. Donc il va falloir être hyper rigoureux sur ce point-là, par exemple. Après, sur d'autres œuvres comme celle de Strawberry Moon, il va falloir vérifier aussi qu'il n'y a pas eu, par exemple, de manière générale, il n'y a pas eu de décalage de différents textes, enfin, des petits textes dans les bulles. Donc, vérifier parfois aller jusqu'à vérifier parfois certaines VO pour voir s'il n'y a pas un petit, non pas de traduction, hein, mais vraiment de décalage au moment de l'intégration du texte. Ça demande pas forcément plus, mais autant de travail qu'un texte, un texte, un texte normal, quoi. L'œuvre graphique, elle est très très riche, et justement le fait qu'elle soit et texte et illustration, ça demande justement une vérification assez importante. Donc le temps de travail est le même, mais faut quand même être assez rigoureux sur ce point-là. Ouais, je rejoins Angéline aussi. Après, une des difficultés qu'il y a aussi, c'est que forcément le texte est plus condensé, on a moins de place, et donc il faut s'imposer cette contrainte-là, d'arriver à transmettre une idée, un message, un contenu, une réplique de personnage dans un espace donné où on ne peut pas justement avoir le loisir de s'étendre. Donc il faut arriver à être concis et à trouver le vocabulaire adéquat, et c'est parfois ça le plus complexe. Après, bien sûr, on travaille avec des traducteurs. Je rejoins aussi Angeline sur le côté expression et connexion par rapport à un univers. Quand c'est une adaptation, je sais que pour Shades of Magic, nous, on a travaillé avec la traductrice des romans, la traductrice officielle Sarah Daly de Vieille Schwab. Comme ça, on était sûr que l'univers serait fidèlement adapté et fidèlement traduit avec les mêmes noms de personnages, les mêmes noms de lieux, les mêmes expressions. Les mêmes tons, parce qu'il y a des personnages qui ne parlent pas de la même manière, qui n'ont pas les mêmes jargons, et ça, c'était hyper important de les retrouver. Donc, c'est vraiment hyper minutieux dans ces cas-là, de ne pas faire d'impair sur... et c'est pour ça qu'elle a raison quand elle dit que ça prend autant de temps, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les mêmes choses, on ne passe pas autant de temps sur les mêmes missions, mais par contre, voilà, les allers-retours incessants entre la VO et la traduction française, c'est essentiel. Et puis, arriver à adapter un texte dans un petit espace sans le faire mentir, en fait, sans le contredire, enfin voilà, des fois on a tendance à... La langue française, elle est riche, on sait très bien qu'un texte français prend plus de place qu'un texte anglais pour une même idée, donc voilà, il y a toute cette gymnastique-là à faire bulle après bulle. Ouais. Mais du coup, quand tu dis ça, il y a une question qui m'est venue justement en tête. Et je me demande si, quand vous travaillez du coup sur le texte, est-ce que vous gardez exactement le même espace entre guillemets des bulles, ou est-ce que vous pouvez retravailler un peu la maquette, quand vous faites une traduction, et du coup vous pouvez du coup justement étoffer un peu, ou alors vraiment vous êtes restreint au niveau du texte et c'est que la bulle et pas autre chose, quoi. Nous, chez Urban, ça dépend du type de matériel. Si c'est du matériel récent, alors là, on va rentrer dans la technique, mais si c'est du matériel récent avec les planches qui sont bien découpées en couches, donc avec une couche image, une couche texte, donc un TIFF, un EPS, où les bulles sont entre guillemets malléables, on peut les augmenter légèrement, les réduire légèrement, si tant est qu'on n'abîme pas l'image, enfin qu'on cache pas un élément essentiel à la compréhension, ou voilà, que ça on peut adapter. Par contre, pour du matériel plus ancien, notamment tout DC Comics d'il y a 50 ans, 40 ans et autres, où là la technique de travail était très différente et où les bulles étaient écrasées sur les images. Donc là, ça fait partie intégrante et on peut pas le modifier. Donc, ça dépend vraiment du matériel, nous, avec lesquels on bosse. Ben, nous, ça dépend vraiment, en fait. Ça va dépendre de... si l'image, par exemple, dans le cadre d'une œuvre vraiment graphique avec une partie texte, sur la même page, une partie texte et une partie illustration, si on peut, on va peut-être jouer un petit peu sur la réduction de l'image. Si, par exemple, le texte, on se rend compte que le texte est beaucoup plus important dans la bulle qu'on pensait initialement, pour des questions de correction et tout ça,
On va demander peut-être à réduire un tout petit peu l'image, grossir un peu la bulle. On va un petit peu tricher sur ces différentes petites choses et pour justement essayer de faire rentrer le texte. Après, bien évidemment, l'idée d'alléger aussi l'illustration. C'est pas non plus de remettre un gros bloc texte dans une petite bulle. Donc on va jouer vraiment sur un certain équilibre entre les éléments. Mais si c'est vraiment nécessaire, on va vraiment jouer sur la taille du texte, la taille de l'illustration et puis ce genre de choses. Ok, oui, ça va. En fait, ça dépend vraiment du matériel en fait initial et de ce que vous pouvez, la marge de manœuvre en fait que vous allez avoir, quoi. Tout à fait. C'est vrai que on s'imagine pas toutes les pensées qu'on doit avoir. Nous, on lit l'œuvre comme ça, mais il y a tellement de choses qui se passent en amont que parfois, c'est vrai que c'est compliqué de s'imaginer tout ce qu'on peut faire ou pas, et quelle est la liberté d'un éditeur sur les textes. Et du coup, j'aimerais poser une question un peu plus perso à chacune. Donc, en gros, c'est des questions un peu pièges puisque je pense que c'est pas si facile. Pour Angéline, j'aimerais savoir en gros ce que tu as aimé travailler sur Heartstopper. Parce que toi, ce qui t'a plu, justement, qu'est-ce que pour toi, pourquoi c'était cool de travailler sur une œuvre graphique? Et pour toi, Sarah, pareil, est-ce que tu as des œuvres sur lesquelles tu as particulièrement aimé travailler? Vas-y, Angéline va commencer. Bah écoute, moi déjà, je connaissais pas Heartstopper, je ne connaissais pas Alice Oseman avant d'arriver chez Hachette Roman. Et vraiment, déjà, donc j'ai lu le tome 1 parce qu'il était prêt, et quand j'ai dû travailler sur le tome 2, c'était retrouver les personnages, retrouver l'histoire, découvrir un peu plus l'histoire de Nick et de Charlie. Vraiment, la lecture, je pense, c'est ce que j'ai préféré. Après, voilà, ce que j'aime faire aussi, c'est, je dirais, vérifier que tout est en place. C'est un travail extrêmement rigoureux et pointilleux dans le sens où il faut prendre le temps vraiment de se plonger dans le texte et de regarder les images vraiment, ce genre de choses. Pour voir s'il n'y a pas un décalage. Par exemple, des fois, on ne se rend pas compte, mais une image qui peut être un petit peu sombre et tout. Pour ceux qui connaissent très très bien Heartstopper, notamment dans le tome 3, si je dis pas de bêtises, à un moment il y a une scène où Nick et Charlie sont sur un balcon à l'extérieur et en fait la scène est un peu sombre et j'ai remarqué en fait en reprenant le texte qu'il y avait du texte dans la partie sombre en fait. Donc ça ne se voit vraiment pas du tout et en fait il faut vraiment faire attention, c'est hyper minutieux, tu vois, donc j'aime bien ce côté un petit peu aller chercher la petite bête, vérifier que tout est ok, pour que justement, quand le livre sort, le texte sort, les fans et puis les lecteurs de manière générale aient une œuvre dont ils sont fiers et tout. Voilà. On est d'accord, hein, c'est sur quelle œuvre j'ai aimé travailler, c'est pas ce que je préfère dans mon métier, hein, on est d'accord. Tu peux répondre aux deux après, hein, si t'es inspirée pour les deux questions. Hein. Non, pour faire suite à Angéline, là récemment, le titre sur lequel j'ai beaucoup aimé travailler, c'est Middle West. C'est notamment le titre qui a eu le Fauve Jeunesse à Angoulême en janvier dernier, 12-16 ans. Donc forcément, c'était une petite fierté et aussi une certaine reconnaissance pour le label qui était quand même, qui a moins d'1 an et qui est quand même sorti dans des conditions particulières, puisqu'on devait faire un lancement en mars dernier, donc pile poil quand les librairies ont fermé. Donc ça a été tout un bouleversement que tous les éditeurs ont connu, hein, mais de devoir revoir tous les plannings, retravailler avec les libraires, les représentants. Ça a été une période assez compliquée. Mais du coup, malgré tout, voilà, ce titre-là, il m'a particulièrement touchée à titre personnel parce que je le trouve sublime tant sur le fond que sur la forme. On parlait du lien texte-image et pour moi, Middle West, qui est une série en 3 tomes, il y a une vraie osmose entre le texte et l'image. C'est assez incroyable, c'est un plaisir pour les yeux et un plaisir de lecture. Et puis ça aborde un sujet assez fort qui est la maltraitance sur enfants et la manière dont tout ça est mêlé dans un univers un peu fantastique. Donc c'est jamais glauque, c'est jamais
morbide, mais justement, ça aborde vraiment un sujet de fond sous un angle graphique, justement, et c'est ce qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on peut aborder des sujets importants, des sujets sérieux, et transmettre un message de cette manière-là. Et voilà, et en toute modestie, évidemment, on espère que voilà, c'est un message qui pourra passer et être transmis à certains, parce que c'est pas forcément des choses dont on parle facilement, dont on parle pas forcément dans un milieu familial ou même auprès de ses amis. Et si, voilà, prêter un livre ou lire ce genre de choses, ça peut aider, on se dit qu'on sera utile, en fait, que ce sera pas juste du divertissement. Donc, voilà, Middle West, ça a été un vrai coup de cœur personnel et professionnel, puisque dès qu'on l'a lu, on s'est dit qu'on voulait le publier. Ça, c'était... Et puis, ce que j'aime... il y a plein de choses que j'aime dans mon métier, sinon je ne le ferais pas depuis presque 10 ans, mais je pense que monter des collections, construire des lignes éditoriales, arriver à penser une ligne, savoir ce qu'on veut mettre dedans, pourquoi, pour qui, quelle forme prendra le livre, quelle communication. Enfin, il y a tout un... C'est un chantier énorme qui, bien sûr, se fait à plusieurs. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans ce métier. Eh ben, merci. Alors, les gens sont hyper réactifs dans le chat. Et du coup, j'ai déjà plein de questions à vous poser. Du coup, je vais regarder un peu ce que mes camarades m'ont envoyé. Du coup, quelqu'un aimerait savoir votre avis sur le numérique, en fait, sur tout ce qui est webtoon, en fait, tout ce qui se développe comme ça sur les plateformes d'œuvres graphiques numériques. Tu veux commencer, Angélique? Écoute, le webtoon, enfin notamment les webtoons en matière d'œuvres graphiques numériques, c'est hyper intéressant ce qui se fait. Je dirais pas forcément une branche dans laquelle il faut et récupérer tout ce qui se fait et faire un peu n'importe quoi, mais il y a vraiment des textes incroyables et qui sont littéralement des œuvres, hein, et je parle pas forcément que du webtoon. Ça peut être justement des petites œuvres qui ont un cran en dessous, qui sont postées de la même manière que du webtoon. Enfin, c'est autant pour moi les artistes qui travaillent sur des œuvres webtoon, ce sont autant des auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices que des personnes liées au sein de maisons d'édition, par exemple. Pour ça, personnellement, il y en a. Je n'en lis pas encore pour l'instant, mais j'ai eu des échos sur quelques œuvres de webtoon qui sont assez importantes dans le milieu et qui ont notamment permis à des séries, notamment des séries coréennes, d'émerger, en fait. Je crois que, si je dis pas de bêtises, il me semble que sur Netflix, Love Alarm, c'est issu d'un webtoon, je crois. Donc quand on voit l'impact du webtoon aujourd'hui et ce qu'il apporte, on peut vraiment voir une forme de, pas de renouveau, mais au moins de nouvelles accroches pour un public différent, qui s'intéressait déjà aux œuvres graphiques, mais qui ont potentiellement un nouvel appétit. Oui, je pense que ça peut être un très beau tremplin pour des gens qui voudraient devenir, qui voudraient être publiés à long terme ou vraiment faire être dessinatrice ou autrice ou auteur ou dessinateur à long terme. En fait, c'est un vivier créatif, et d'ailleurs, en tant qu'éditeur, on a tendance à suivre aujourd'hui, et ça, c'est ce qui a permis aussi les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit... il y a tout un tas de plateformes aujourd'hui où on suit des artistes qui publient de chez eux et où on peut les suivre. On peut suivre leur évolution, on peut suivre sur plusieurs années, on voit leurs traits s'affiner, on voit leur style s'affiner. Et souvent, ça nous arrive très régulièrement de contacter des gens qu'on a découverts sur Internet, peu importe la plateforme. Aujourd'hui, c'est cette fluidité de transmission, on peut voir, on peut accéder à tout un tas de contenus graphiques auxquels on n'avait pas accès avant. Et quand on voit que quelqu'un a réussi à construire déjà, même s'il y a des choses à affiner, même s'il y a des choses à revoir, après c'est le rôle de l'éditeur aussi d'accompagner et de structurer ça. Mais quand on perçoit qu'il y a un vrai talent,
qui a un trait, qui a un style, qui a une idée novatrice ou qu'il y a un style littéraire qui pourrait être exploité, bah, c'est hyper efficace en fait. En tant qu'éditeur, c'est Ouais. là où tu vas chercher les talents de demain. Oui, c'est ça. En fait, il y a une vraie veille qui maintenant s'opère, je pense, sur ces oui. plateformes-là pour trouver un peu des nouveaux auteurs, des nouvelles pépites pour plus tard. Et je trouve que j'aime bien le truc de tremplin. En fait, je trouve que c'est un peu ça maintenant. Ça permet à certaines personnes de vraiment en fait avoir un tremplin, du coup, pouvoir commencer à faire seul. Et après, pourquoi pas trouver un éditeur, voir si ça nous plaît vraiment, voir si on est aussi constant, si on veut vraiment, si c'est quelque chose qui nous plaît sur la durée, tout ça. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant, je trouve aussi comme question. Alors, autre question, comment est-ce qu'on arrive à allier ce fonctionnement au coup de cœur, du coup le fameux coup de cœur dont vous parliez toutes les deux, de dire que c'était des coups de cœur chez les deux maisons d'édition, pour des textes pour les deux maisons d'édition, à une sélection qui va parler et qui va plaire en fait au plus grand nombre. Du coup, pour vous, est-ce que un coup de cœur d'éditeur, en fait, ça lie aussi, du coup, comment on arrive à faire en sorte que ça plaise aussi à tout le monde? Parce que c'est vrai que c'est un peu le risque de se dire, mince, ça se trouve, j'ai eu un coup de cœur moi, mais est-ce que ça va plaire à tout le monde, quoi? Ah bah, enfin, je pense qu'Angeline sera sûrement d'accord avec moi. Bon, il n'y a pas de recette en fait, il n'y a pas de formule magique. Voilà, ça se saurait et tous les éditeurs voilà, auraient des cartons tous les jours si on savait comment ça fonctionne. On aimerait tous avoir trouvé la pépite Harry Potter à un moment ou à un autre. Voilà, souvent d'ailleurs en interne, on se dit on espère que ce sera le prochain Harry Potter parce que voilà, mais il n'y a jamais aucune certitude. Et c'est pas en effet parce qu'on va avoir un coup de cœur personnel que ça va se répercuter sur le lectorat. C'est bien d'ailleurs souvent le contraire. On se rend compte que parfois des choses, on est sûr de soi et on se dit ça c'est génial, enfin, c'est une qualité incroyable. Bah, des fois, ça prend pas. On ne sait pas trop pourquoi, il n'y a pas d'explication. Après, voilà, notre rôle, c'est d'essayer de sélectionner ce qui nous semble le plus qualitatif, graphiquement et dans le contenu. Et on espère que ça rencontrera son public, mais on n'en est jamais sûr. Après, voilà, on réfléchit tout le temps en équipe. Il y a des comités de lecture, il y a des comités éditoriaux. Quand il y a une vraie, pas une unanimité, mais presque, quand on voit que ça parle à beaucoup de gens, bah, on se dit qu'il y a peut-être une chance que ça parle au plus grand nombre. Mais de toute façon, c'est une partie de poker hein, d'être éditeur. On mise sur un projet, on mise sur un auteur et on ne sait pas si ça va marcher, mais le principal, c'est qu'on y croit et nous, dans notre métier, on fait tout pour que ça fonctionne, on met tout en œuvre pour que ça fonctionne et puis c'est le lecteur qui choisit après. Tout à fait, comme disait Sarah au début, on n'a pas la formule magique qui va nous permettre de révéler un texte. Un coup de cœur, c'est un coup de cœur. Hein. Le coup de cœur, il peut très bien fonctionner parmi l'équipe éditoriale, mais moins fonctionner chez les représentants, chez les libraires, et après fonctionner de nouveau chez les lecteurs. Et inversement, on peut travailler sur des textes qu'on estime, on se dit, il va se vendre de manière tout à fait correcte. Et en fait, boum, il y a une explosion chez les lecteurs et on cherche à comprendre pourquoi, mais on n'a pas forcément de réponse en fait. Tout dépend en fait de la personne, des personnes qui auront le texte entre leurs mains en fait. Est-ce qu'on peut pas prévoir les coups le succès, on peut pas le prévoir en fait malheureusement. Comme disait Sarah, c'est une partie de poker perpétuelle avec les textes. On va les faire parce que nous on les aime, on a envie de les défendre. Certains d'ailleurs forcément plus que d'autres parce que histoire personnelle, parce que toutes ces choses-là. Mais derrière, il faut savoir aussi que on peut pas prévoir le succès. Et c'est un petit peu dommage, mais c'est à prendre quand même. Oui, c'est ça, c'est toujours un risque en fait. Le métier d'éditeur est régi par le risque et par le choix justement d'un texte en disant ça passe ou ça casse en fait. Je pense que c'est un peu ça l'histoire de l'histoire du métier d'éditeur, c'est de dire que voilà, on choisit un texte et que parfois ça fait un carton et parfois ça marche moins bien et en fait on saura jamais vraiment pourquoi. Enfin, et c'est aussi, je trouve, ce qui est un peu triste, c'est qu'on sait jamais quand on a adoré un texte, on se dit ben pourquoi il a pas marché lui. Mais c'est vrai que mais c'est on comme a, ça qu'on fait la ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'on voit au fur et à mesure des titres ce qui prend, ce qui prend pas, et il faut en tirer des leçons en fait. En tant qu'éditeur, il faut arriver à cerner, mais voilà, il y aura toujours des petites exceptions où voilà, c'est un mystère. ça.
Alors, je vais faire une dernière question du chat. Du coup, est-ce que toi, Angéline, tu conseillerais Heartstopper comme une première lecture d'œuvres graphiques? Et pour toi, Sarah, pour toi, quels comics peuvent être lus en fait en première lecture de comics? Voilà.